Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Nous savons tous, par expérience, que certaines présences nous apaisent instantanément, tandis que d'autres nous crispent sans que l'on sache toujours pourquoi. Ce n'est pas forcément une question de charisme naturel ou de talent inné, comme on peut souvent le penser, mais bien d'une intention consciente, celle de créer, par notre seule attitude, un espace où l'autre se sent considéré, respecté et en sécurité. Une présence de qualité ne se mesure pas à ce que nous disons, mais à ce que nous faisons ressentir. Et cela commence par deux piliers indissociables qui sont la confiance et la considération. La confiance d'abord se construit dans les détails. Elle naît de cette capacité à maîtriser nos propres émotions pour ne pas les imposer aux autres. Imaginez une soirée entre amis où l'un des invités passe son temps à critiquer les choix de plats, à soupirer en regardant son téléphone, à monopoliser la conversation avec ses problèmes par exemple. Eh bien, peu à peu, l'ambiance s'alourdit. Et à l'inverse, celui qui arrive avec un sourire sincère, qui écoute avant de parler et qui semble simplement heureux de voir les autres, transforme l'atmosphère de façon subtile et radicale à la fois. C'est pas de la magie, c'est une responsabilité personnelle. Nous choisissons à chaque instant l'énergie que nous apportons. Les neurosciences le confirment d'ailleurs, nos émotions sont contagieuses, grâce à ces fameux neurones miroirs qui reflètent, souvent à notre insu, ce que nous projetons. Si nous arrivons tendus, distraits ou amers, notre entourage le ressentira. Si nous décidons au contraire de laisser nos tensions à la porte, comme on dépose un manteau en entrant, nous offrons aux autres la possibilité de se détendre à leur tour. Cela ne signifie pas de nier nos émotions, mais plutôt les accueillir sans les laisser dicter nos interactions. Le dîner en famille. Nous avons souvent ce parent ou cet ami qui, dès son arrivée, commente la température de la pièce, le retard du repas, les choix politiques du moment. Son intention n'est peut-être pas mauvaise, mais l'effet est immédiat. Les sourires se figent, les réponses deviennent courtes. Et à l'opposé, celui qui entre en saluant chacun par son prénom, qui pose une question ouverte, qui écoute les réponses avec une réelle curiosité, eh bien lui crée un climat où les échanges deviennent fluides, presque légers. La différence, eh bien, c'est encore une fois une posture mentale. La première personne agit comme si le monde lui devait quelque chose. La seconde, comme si chaque interaction était une opportunité de connexion. La considération, ensuite, c'est l'art de reconnaître l'autre dans sa singularité. Cela va bien au-delà de la politesse. C'est comprendre que valoriser quelqu'un, ce n'est pas seulement dire bravo ou merci. C'est de voir ce qui compte pour lui. Un collègue est stressé par un dossier, par exemple. Eh bien, plutôt que de minimiser son inquiétude en lui disant « c'est rien, tu vas t'en sortir de votre bon point de vue », eh bien, vous pouvez lui offrir un regard attentif et un peu d'aide. Des mots simples. Eh bien, juste ça, ça montre que nous ne sommes pas dans le jugement, mais dans l'accompagnement, et c'est ça la différence. La considération, c'est aussi respecter les silences, ne pas interrompre et accepter que l'autre ait des besoins ou des rythmes différents des nôtres. La considération, elle se manifeste dans ces petits gestes qui disent « ta présence ici a de l'importance ». Nous tombons souvent dans le piège de croire que la confiance se gagne par des grands discours ou des démonstrations de compétences. Or, c'est dans les micro-moments qu'elle se tisse. Un hochement de tête pour montrer que nous écoutons, un sourire quand quelqu'un entre dans une pièce, ou même le fait de ranger son téléphone pendant une conversation. Ces actes, en apparence anodins, envoient un message clair, qui est « je te vois et je te respecte ». Et c'est là une facette de l'élégance intellectuelle et relationnelle. Dans cette capacité à rendre l'autre visible, sans attente de retour. Pas besoin de stratégies compliquées ou de techniques de com sophistiquées, non, juste l'attention. Cette forme rare de générosité qui ne coûte rien et qui change tout. Si la confiance et la considération posent les fondations d'une réelle présence de qualité, il est fascinant de constater à quel point nous sommes tous profondément plus sensibles à comment les choses sont faites que à ce qui est fait en vérité. Comment les choses sont faites, l'attitude et pas la chose en elle-même. On est plus sensible au comment qu'au quoi.
Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Pourquoi le savoir-être l'emporte toujours sur le savoir-faire? On vit tous, une fois, ce type d'expérience. Une conversation avec un expert technique brillamment argumenté, mais qui nous laisse froid et dont on se fiche éperdument. Et à l'inverse, un échange avec quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément le sujet, mais qui nous écoute avec une réelle attention, qui nous marque durablement. Et pourquoi? Parce que ce qui nous touche, c'est pas ce que les autres savent, mais c'est la manière dont ils nous font ressentir ce savoir. Dans nos interactions, le savoir-être l'emporte presque toujours sur le savoir-faire. Nous retenons rarement les détails techniques d'une discussion, mais nous n'oublions jamais comment elle nous a fait nous sentir. Dans le fameux et classique exemple de notre dîner entre amis, 2 personnes racontent leur voyage. La première, un guide touristique, énonce des dates, des lieux, des anecdotes historiques avec une précision impressionnante. La seconde, moins experte, partage ses impressions en disant qu'elle a été bouleversée en voyant cette chose-là parce que ça lui a rappelé son enfance, et elle va raconter un peu son enfance de fait. Qui capte vraiment notre attention, à votre avis? La seconde, bien entendu. Non pas parce que son récit est plus utile, mais parce qu'elle y met une part d'elle-même. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à connecter. Elle transforme un simple récit en une expérience partagée. Et quand je dis qu'elle cherche à connecter, eh bien, elle ne cherche même pas, en fait. C'est même pas de la stratégie, elle le fait, tout simplement. C'est là toute la puissance du savoir-être. Il rend l'humain visible. Un sourire sincère, un ton de voix chaleureux ou même un silence attentif en dit souvent plus long qu'un discours bien construit. Nos interlocuteurs même, sont bien plus sensibles à des détails en apparence anodins. Un regard qui montre qu'on est heureux de les voir, une question posée avec une vraie curiosité, tout ça, c'est bien plus intéressant et les gens sont bien plus sensibles à ça qu'à des informations purement factuelles. Ce n'est pas la compétence qui crée la connexion, c'est l'émotion qui accompagne cette information. Et c'est valable dans tous les contextes. Dans un magasin, un vendeur qui nous accueille avec un « je suis content de vous aider », sincère, plutôt qu'un « en quoi puis-je vous être utile ?» mécanique, en fait. Eh bien, ça change tout, ça change toute la dynamique de l'échange. Pourtant, nous avons souvent tendance à croire que pour être crédible, il faut en faire plus, en savoir plus, être plus performant. Or, la vraie élégance relationnelle réside dans l'art de rendre les autres importants. Cela ne demande pas de compétences particulières, mais une posture, celle de considérer que chaque interaction est une opportunité de créer un moment, pas seulement de transmettre une information. Si le savoir-être est la clé, comment le cultiver sans tomber dans l'intrusion ou la superficialité alors? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les clés de voûte d'un moment agréable, où l'on sait être avenant sans franchir les limites, et où l'écoute devient donc un cadeau. Cette sensation de conversation qui coule naturellement, où l'on se sent à la fois compris et libre, où chaque mot semble trouver sa place sans effort, c'est ça que nous allons voir. Ces moments rares ne sont jamais le fruit du hasard. Ils reposent sur 2 piliers aussi discrets qu'essentiels, l'art d'être avenant sans franchir les limites de l'autre et la capacité à écouter comme on offrirait un cadeau. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de posture, une manière d'être présent qui invite l'autre à se déployer et sans jamais l'enfermer. Être avenant sans intrusivité d'abord, c'est trouver l'équilibre entre curiosité et respect. Imaginez une rencontre avec un nouveau voisin. Certains, dans leur enthousiasme, posent des questions très personnelles dès les premières minutes et parce qu'ils pensent que ça crée une proximité. Mais le résultat, c'est que l'autre, il se renferme parce qu'il est mal à l'aise. D'autres personnes, d'autres personnalités, par peur de déranger, restent dans un silence poli qui ne mène nulle part. La clé, alors Eh bien, la clé, c'est une sorte de discrétion active, proactive. Par exemple, une question ouverte. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce quartier ? Suivi d'une écoute attentive, évidemment, sans rebondir immédiatement avec notre propre histoire. Parce qu'on s'en fiche. C'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est qu'on n'est pas là pour ça. Encore, ce collègue qui, voyant un livre sur votre bureau, glisse simplement « Tiens, je vois que tu lis tel auteur. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman ?» Et puis,
il vous laisse l'espace pour la réponse, sans enchaîner avec ses propres opinions parce que il aura vu ce bouquin et il aura voulu exprimer que lui aussi a lu ci, a lu ça. Non, non, non. C'est de la vraie curiosité, c'est quelque chose de sincère. L'avenant, la personne avenante, sait que la confiance se construit par couches successives, comme une peinture à l'huile. Trop de matière d'un coup, ça bave, ça fait baver. Et trop peu, eh ben, rien n'apparaît. C'est pareil, c'est exactement pareil, c'est de la délicatesse. Et cette délicatesse, elle passe aussi par le langage non verbal. Un sourire, un hochement de tête, un regard qui ne fuit pas, mais qui ne fixe pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des signes qui disent « je suis là et je peux prendre tout le temps dont tu as besoin ». On le dit assez souvent, ça, mais les pauses, ce ne sont pas des vides à combler, ce sont des respirations qui permettent à l'autre de s'exprimer plus profondément. Pendant notre classique dîner entre amis, celui qui écoute vraiment ne se contente pas d'attendre son tour pour parler. Il marque parfois un silence après une confidence, laissant à l'autre le choix d'approfondir ou de passer à autre chose. Ces micro-silences, loin d'être gênants, deviennent des ponts. Et d'ailleurs, c'est quand on a conscience de ça que les silences ne sont plus gênants. Être avenant, c'est super, maintenant. Mais encore faut-il savoir écouter correctement. Savoir écouter, c'est un acte aussi de générosité. C'est même de la générosité radicale. Certaines personnes, après nous avoir écoutés, reformulent ce qu'elles ont compris et soudain, on se sent entendu. On ne se sent pas jugé, on ne se sent pas conseillé, on se sent juste entendu et accueilli. Cette technique, ce qui est une technique, elle est appelée miroir en psychologie. C'est miroir entre guillemets. La technique est appelée miroir. C'est pas une astuce, c'est une preuve de considération en fait. Parce que là je dis c'est une technique en psychologie, mais technique ne veut pas dire forcément stratégie. Vous voyez ce que je veux dire. Parfois c'est très naturel chez les gens, mais c'est simplement, stratégique ou pas stratégique d'ailleurs, c'est une preuve de considération. Elle montre que nous ne cherchons pas à résoudre mais à comprendre. On ne résout pas quelqu'un, on le comprend. Un ami nous confie ses doutes sur un projet, par exemple, et bien plutôt que de lui lancer « tu devrais faire ci, moi à ta place je ferais ça, gna gna », et bien on peut lui renvoyer « je comprends que c'est important pour toi, qu'est-ce qui te retient le plus, qu'est-ce qui te bloque ?» La différence, elle est subtile, mais l'effet, il est immense. L'autre, il se sent autorisé à explorer ses propres réponses, et parfois c'est ce dont il a besoin. Parfois non, mais parfois c'est ce dont il a besoin. Attention avec ça aussi, évidemment, parce qu'on tombe souvent dans deux pièges. Avec l'écoute. C'est soit l'écoute distraite, soit l'écoute projective. Donc l'écoute distraite, c'est par exemple hocher la tête tout en préparant mentalement notre réponse ou en jetant un œil à notre téléphone. C'est pas terrible, vous voyez. Et la seconde, l'écoute projective, c'est entendre l'autre à travers le filtre de nos propres expériences. Alors ça, on le fait évidemment, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre ce recul, d'essayer en tout cas. Et de ne pas se dire « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça !» parce qu'en fait, la situation ne sera jamais tout à fait similaire. Et de lui dire « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça !» Ça peut sembler empathique, mais ça ramène, encore une fois, la conversation à nous-mêmes. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Oui, ça peut créer des liens dans certains moments, mais pas quand on est en mode écoute compréhensive. Là, ça n'a pas sa place. L'écoute véritable, elle, demande un effort presque physique. Se taire, intérieurement, se taire. Ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est le fait qu'elle soit reçue. Et c'est là que réside la vraie présence, en écoutant vraiment. Nous offrons à l'autre un miroir où il peut se voir, et ce faisant, nous nous voyons nous-mêmes grandir. Ces clés, donc la discrétion, le silence, la reformulation, ces clés ne s'improvisent pas. Elles se cultivent comme un muscle qu'on entraîne. Alors, comment les intégrer au quotidien sans que cela ne devienne une performance ? C'est ce que nous allons voir maintenant, des petits exercices pour développer cette qualité de présence pas à pas. Développer une présence de qualité ne se limite pas à appliquer des recettes toutes faites, encore une fois. C'est un travail subtil qui demande de remettre en question nos automatismes, qui demande d'explorer des dimensions souvent négligées de notre relation à nous-mêmes et aux autres. Et voici 2 exercices pour aller au-delà des conseils classiques en s'appuyant sur une approche systémique, comme on adore le faire, et une intention profonde, évidemment. Le premier exercice que je vous propose, l'objectif de cet exercice, c'est d'apprendre à percevoir et à ajuster l'impact de notre présence en temps réel, sans se perdre surtout dans l'auto-analyse. Comment faire ?
Choisissons une interaction quotidienne. Une conversation avec un collègue, un échange en famille ou même un moment avec un inconnu, un serveur, un voisin, qu'importe. Pendant cette interaction, portons attention non pas à ce que nous disons, mais à ce que notre présence fait ressentir à l'autre. Observons ces micro-réactions. Un sourire qui s'efface, une posture qui se détend, un regard qui fuit ou qui s'illumine d'ailleurs. L'idée n'est pas de nous juger, surtout pas, mais juste de noter mentalement ces signaux, juste de se dire « Ah, là j'ai remarqué qu'il avait fait ça », sans trop chercher à comprendre pourquoi. C'est pas grave, on veut juste comprendre, on veut juste voir ce que notre attitude provoque chez les autres. À la fin de l'échange, prenons 2 minutes pour nous poser une question clé donc. Qui est celle-ci ? Qu'est-ce que mon attitude a déclenché chez l'autre ? Pas pour deviner ses pensées, mais pour identifier vraiment les traces de notre impact. Par exemple, quand j'ai marqué une pause avant de répondre, il a semblé plus à l'aise pour parler, par exemple. Ou alors, mon ton un peu pressé a peut-être coupé son élan. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à ce moment-là. Cet exercice nous sort de l'illusion que la communication est seulement verbale. C'est faux. Vous le savez, je suis stratégiste en communication. La communication, c'est pas verbal. c'est fait partie, mais il y a le verbal, il y a le non-verbal, il y a le paraverbal. C'est riche tout ça. Et c'est pas du tout que le verbal. Donc ça nous rappelle, cet exercice, il nous rappelle que notre présence est une espèce de champ de force. C'est exactement ça, c'est un champ de force qui influence l'autre bien plus que nos mots. Et en répétant cet exercice, nous développons une sensibilité fine à l'effet de notre être au monde. Être au monde, vous savez, comme un savoir-faire, c'est le fait d'être au monde. Et nous ne pouvons ajuster cette posture sans tomber dans la performance, simplement en restant attentifs. Ça, c'est super. J'adore ce genre d'exercice, c'est top. Allez, l'exercice numéro 2. L'objectif de cet exercice, c'est de passer d'une écoute passive ou réactive à une écoute multidimensionnelle. Une écoute, comment dire ? Oui, multidimensionnelle, j'ai pas d'autre mot. Le mot que j'imaginais ne fonctionne pas là-dessus. Donc l'objectif, c'est de passer d'une écoute passive ou réactive à une écoute multidimensionnelle qui capte les mots, les émotions et les non-dits. Comment faire ? Eh bien ici, lors d'une conversation, divisons mentalement notre attention en 3 niveaux. La couche des mots, la couche des émotions et la couche du contexte. La couche des mots, c'est « que dit l'autre littéralement ?» La couche des émotions, c'est « quel ton, quelle énergie, quel geste accompagne ces mots ?» Exemple, « je vais bien ». La phrase qu'il dit, c'est « je vais bien », mais il le dit avec un sourire forcé. Bon, ça, on le voit, on l'analyse. C'est ça la couche des émotions. Et la couche du contexte, c'est « qu'est-ce qui n'est pas dit ?» mais que la situation suggère. J'adore ce genre d'analyse. Par exemple, un ami qui parle de son travail avec enthousiasme, mais qui évite subtilement le sujet de son supérieur. Très intéressant. Cet exercice consiste à reformuler ensuite donc, ce que nous percevons sur ces 3 couches, sans interpréter encore une fois, juste reformuler, juste y prêter attention. Par exemple, tu dis que tout va bien, ça c'est la couche 1, le verbal, le littéral, mais je sens une tension dans ta voix, la couche de l'émotionnel. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu as envie de parler ? Ça, c'est la couche 3, la couche du contexte. Là, je vous dis une phrase qu'on pourrait dire à l'autre personne, mais le but, c'est pas de lui dire, le but, c'est d'y penser, en fait. Et la plupart du temps, nous écoutons seulement la première couche, la couche des mots, le verbal. En intégrant les 2 autres, nous offrons à l'autre un espace pour se révéler. Nous sortons du piège des réponses toutes faites et nous décuplons notre capacité d'analyse, évidemment par la même occasion. Cet exercice transforme l'écoute en un acte de création commune, où l'autre se sent vraiment vu. Attention, encore une fois, il ne s'agit pas de jouer au psychologue. On n'est pas psychologue, c'est pas notre but et on s'en fiche, c'est pas ça. Le but, c'est de créer un espace où l'autre peut choisir de partager davantage. C'est élégant, c'est d'une élégance relationnelle, culte. Vraiment, j'appelle ça comme ça parce que je trouve ça tellement beau. Si la personne ne souhaite pas approfondir, respectons ce choix. L'important, c'est d'être présent. C'est d'être présent à ce qui émerge, sans forcer. Voilà, c'est ça l'important, c'est ça l'objectif. Ces exercices sont différents des exercices traditionnels pour développer sa présence parce qu'ils ne visent pas à mieux communiquer, au sens classique en fait, mais ils visent à devenir conscient.
de notre présence, de devenir conscient de notre présence comme le phénomène relationnel qu'il est, parce que c'est ça. Ces exercices demandent de la pratique parce que ils impliquent de ralentir, d'observer, de laisser de côté notre besoin de contrôler l'échange. Et parfois, quand on aime analyser les choses, comme moi, vous l'avez compris maintenant, notre cerveau il a tendance à aller très très vite. Et au plus il va vite, au moins il est pertinent en fait. Et ça, c'est vraiment c'est un retour d'expérience que je vous fais. Parce qu'au plus on va vite, au moins on est attentif. Et c'est évident, c'est logique, c'est binaire. Et du coup, on est moins présent. Et il y a moins d'authenticité, il y a moins de conscience. Donc prenons ce temps d'observer, sans juger, juste de noter les choses et de prendre les choses pour ce qu'elles sont. Et de devenir conscient de notre présence comme le phénomène relationnel qu'il est. Rappelons-nous toujours que la qualité d'un moment ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de la manière dont nous sommes. Ça, c'est élégant. J'espère que cette émission vous a plu. Elle m'a beaucoup plu à moi en tout cas. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!